Bonjour et bienvenue à vous, Jordan Bardella. Bonjour. Est-ce que vous vous considérez comme un symptôme de défrancisation ? Pourquoi dites-vous cela ? Je dis ça parce que Éric Zemmour a dit donner des prénoms comme Jordan ou Kevin a été un symptôme de défrancisation et d'américanisation dans les classes populaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est un mépris qui rappelle Emmanuel Macron. Moi, si vous voulez, pas de leçon de francité ou de francisation à recevoir de la part d'Éric Zemmour. J'ai un prénom qui a été un prénom beaucoup donné aux classes populaires dans les années 80, 90, qui fait preuve d'un mépris, qui subissent un mépris, je trouve, un peu injuste de la part d'Éric Zemmour. Ma mère est arrivée d'Italie dans les années 60. Elle a pris sa carte d'identité française, comme ma grand-mère d'ailleurs, pour pouvoir travailler dans la fonction publique et servir l'État. Donc, sur cette question-là, vous êtes solidaire des Mamadou, des Moshe, des Mohamed ? Non, mais je trouve que Éric Zemmour a le mépris un peu facile. Ouais. Et qu'il devrait savoir que la politique, même s'il en est un nouveau converti, c'est d'abord et avant tout l'école de l'humilité. Et qu'on ne peut pas se prétendre, si vous voulez, aspirer à être président de la République et passer son temps à diviser les Français, comme le fait Emmanuel Macron lorsqu'il dit, rendez-vous compte, lorsqu'il dit ça fait 2 fois que vous faites le parallèle Zemmour-Macron. Lorsqu'il dit que Marine Le Pen est enfermée dans un ghetto d'ouvriers et de chômeurs. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la brutalité que cela représente pour des millions de gens ? Moi, je suis extrêmement fier d'être à la tête d'un mouvement politique qui a longtemps défendu et qui continue de défendre les classes populaires et ceux qui subissent cette mondialisation sauvage, parce que si nous ne les défendons pas, personne ne le fera à notre place. Est-ce que c'est un adversaire ou c'est toujours un allié potentiel aujourd'hui, Zemmour, pour vous ? Non, c'est un concurrent, mais notre adversaire à nous, en tout cas l'adversaire de Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Et il est vrai que de voir quelqu'un qui passe son temps à taper davantage sur Marine Le Pen, je pense à Éric Zemmour, que sur Emmanuel Macron, alors même qu'elle n'a aucune responsabilité dans la situation du pays, je trouve ça un peu paradoxal. Si on regarde les sondages ne font pas l'élection, on est d'accord. Il y a eu un risque qui est sorti hier qui donne Éric Zemmour qualifié pour le second tour, contrairement à Marine Le Pen. Est-ce que... Et tous les autres sondages disent l'inverse. Mais... Je dis que les sondages ne font pas l'élection, mais est-ce que dans le principe, un ticket Zemmour-Le Pen est envisageable ? Non, mais on n'est pas sur une élection municipale partielle. On est sur une élection présidentielle où au premier tour, on rassemble son camp et au deuxième tour, on élimine souvent le plus radical des deux. C'est la raison pour laquelle je pense que... Il est plus radical que vous ? Il fait preuve dans un certain nombre de propos d'une brutalité qui n'est pas nécessaire. Sur la question de l'immigration, j'évoquais la question sociale avec vous, mais sur la question de l'immigration, il y a 80-90% des Français qui considèrent qu'on ne peut plus accueillir une immigration supplémentaire. Les constats que fait Éric Zemmour aujourd'hui, c'est des constats que nous avons faits il y a 20 ans. C'est des constats que faisait Jean-Marie Le Pen et le Front National il y a 30 ans. Et pourquoi lui, il est audible et pas vous en ce moment ? En tout cas, plus audible que vous. Parce que vous avez besoin aussi dans les salles de rédaction de vendre un petit peu cette élection présidentielle et que probablement vous rêvez de revoir le match Balladur-Chirac, mais on ne vous fera pas ce plaisir. On rêve de rien, je vous rappelle que c'est vous qui êtes en face de moi ce matin. L'élection présidentielle est dans 6 mois. Moi, je pense que Marine Le Pen est aujourd'hui la mieux placée pour remporter l'élection présidentielle parce qu'elle est celle qui a, à mon sens, le programme le plus rassembleur et surtout le plus rassurant. C'est elle qui est aujourd'hui en capacité de réunir les Français pour rétablir l'autorité de l'État et de le faire, en tout cas, dans la paix civile. Jordan Bardella, vous êtes d'accord avec Éric Zemmour et avec une grande partie de la classe politique de droite comme de gauche pour condamner la campagne du Conseil de l'Europe, célébrant la diversité et la liberté dans le hijab. Je mets des guillemets, c'est des commentaires qui accompagnaient des tweets qui ont depuis été supprimés. Le gouvernement a demandé le retrait de cette campagne. Du coup, vous applaudissez. Vous dites, là, le job a été fait. Nous sommes la seule civilisation au monde à financer, à encourager sa propre disparition et à encourager la haine d'elle-même. Ça en dit long sur l'infiltration de l'idéologie islamiste à toutes les échelles de notre société. Ça va de nos banlieues islamisées jusqu'aux institutions européennes. Évidemment que... Sauf que là, le gouvernement a dit cette campagne, on n'en veut pas. Bon, écoutez, c'est la moindre des choses. Mais cette affiche, en tout cas cette campagne qui a été réalisée par le Conseil de l'Europe, elle reçoit des subventions. Et elle reçoit des subventions publiques, de l'impôt des Français, puisqu'elle reçoit une grande partie de ces subventions de la part de l'Union européenne. Ce n'est pas l'Union européenne, le Conseil de l'Europe. Quand on en vient à promouvoir le voile, c'est-à-dire quand on en vient à faire la promotion avec de l'argent public, le voile n'est pas seulement un bout de tissu, c'est devenu aujourd'hui un bout de charia, c'est devenu aujourd'hui l'outil d'affirmation militant des fondamentalistes islamistes. Le voile est contraire à tout ce que nous sommes, c'est contraire à ce qu'est l'Europe, c'est contraire à la liberté, c'est contraire à ce qu'est la France. Est-ce que vous durcirez la loi à l'image que si nous vous avons gagnez la présidentielle? Est-ce que vous durcirez la loi contre le voile des femmes en France? Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, elle interdira les signes religieux ostentatoires comme le voile dans l'espace public, parce que y compris dans les facs. Mais bien sûr dans les facs, dans les lieux publics, nous donnerons la possibilité juridique aux chefs d'entreprise qui sont confrontés à la montée des revendications politico-religieuses dans l'entreprise de pouvoir
mettre de côté la religion. La religion, c'est une opinion. Or, pour beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre pays, je vous rappelle ce sondage IFOP qui est sorti il y a quelques jours, qui nous dit que près de 61% des jeunes musulmans, 61% des jeunes musulmans considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République. Il y a certains sondages que vous préférez à d'autres. Aujourd'hui, je ne parle pas des intentions de vote. Oui, tout à l'heure, je parle des intentions de vote qui sont faites sur les certitudes de vote, dont tous vos confrères nous expliquent à la sortie des plateaux qu'ils sont à prendre avec des pincettes parce qu'ils ne prennent en compte que les certitudes de vote et qui fondent l'élection sur 50-60% de participation. Les Français doivent le savoir. Ces sondages ne sont pas fiables. Maintenant, il est vrai qu'une grande partie de nos concitoyens considèrent aujourd'hui que l'islam politique est un danger pour l'unité du pays, pour la France, pour nos valeurs et pour nos coutumes. Donc, il nous faut le combattre. Et la première de ces manifestations, c'est le port du voile que nous interdirons dans l'espace public. Jordan Bardella, on a appris que l'ex-otage française Sophie Petronin avait choisi de retourner au Mali, où elle a été détenue pendant 4 ans. La zone reste toujours dangereuse. Si elle était reprise en otage, parce qu'elle devient évidemment une proie pour les groupes djihadistes qui sont là-bas, que devra faire la France ? Moi, je n'accepte pas l'idée que l'armée française aille mettre une nouvelle fois en jeu la vie de nos soldats pour protéger une personne qui est en tout cas une irresponsable. Madame Petronin a été libérée en octobre 2020, après des mois et probablement des négociations, des années de négociations des services français, contre la libération de 200 djihadistes français, dont probablement certains ont mené des exactions contre des djihadistes, qui ont probablement mené des exactions contre des soldats français. Je vous rappelle qu'il y a 57 soldats français qui ont été tués au Mali depuis le début des opérations. C'est-à-dire que si elle se faisait reprendre en otage, ça veut donc dire que l'armée française, que nos soldats n'ont pas à mettre leur vie en jeu une nouvelle fois pour quelqu'un qui, lorsqu'elle a été libérée, a été dans ses premières paroles, en tout cas dans ses premières déclarations, a émis le souhait de retourner là-bas. Elle l'a dit elle-même, la première chose que je ferai est de retourner là-bas. Donc on ne joue pas avec la vie de nos soldats, on ne joue pas avec la vie de nos armées. Donc elle prend ses responsabilités et elle devra assumer le cas échéant. Qu'elle prenne ses responsabilités, effectivement. Et moi, vous voyez, je pense aux dizaines d'orphelins, peut-être aux centaines qu'ont laissé les 57 soldats français qui sont morts au Mali depuis 2014. On va parler pouvoir d'achat, Jordan Bardella. Le Rassemblement national sort un nouveau tract dont le slogan est « Rendre leur argent aux Français ». Qui leur pique leur argent ? L'État. Quand nos concitoyens vont mettre de l'essence dans leur voiture, 60% du prix des carburants sont des taxes. Nos concitoyens subissent aujourd'hui un véritable braquage fiscal. Et quand on voit qu'il y a un Français sur 4 qui n'arrive plus à payer ses factures de gaz et d'électricité, eh bien, il faut agir vite. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, on rendra 200 € de pouvoir d'achat par mois aux Français. Elle a dit ici même qu'elle baisserait la TVA de 20 et on baissera, à 5,5. Exactement, on baissera notamment la TVA de 20% à 5,5 parce que ce sont des produits de première nécessité. Le SMIC a déjà connu une revalorisation. Il ne s'agit pas de faire peser l'augmentation du SMIC sur les chefs d'entreprise parce qu'aujourd'hui, c'est les chefs d'entreprise qui paient l'augmentation du SMIC. Mais nous présenterons une mesure dans quelques jours qui vise à l'augmentation des salaires jusqu'à 10%, jusqu'à 3 fois le SMIC. Voilà, Marine Le Pen présentera sa mesure, mais je pense que le premier moyen de rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est d'abaisser toutes les dépenses contraintes. On supprimera la redevance audiovisuelle par la nationalisation du service public, on baissera les tarifs des péages par la nationalisation des autoroutes, nous abaisserons de 20% à 5,5 la TVA. Par exemple, sur un plein de 40 litres, c'est 8 € qu'on rend immédiatement aux Français. Donc il y a des dizaines de mesures à prendre, mais on ne peut plus continuer avec ce véritable braquage fiscal que subissent nos concitoyens. Et Marine Le Pen sera également la candidate du pouvoir d'achat parce que aujourd'hui, nos concitoyens n'arrivent plus à faire face. Est-ce qu'elle est toujours la candidate qui veut baisser l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans ? Qui veut en tout cas faire qu'on puisse partir à la retraite après 40 annuités travailler avec un départ à l'âge légal à 60 ans. On entre aujourd'hui, c'est un choix que nous assumons, on entre aujourd'hui sur le marché du travail en moyenne à 22 ans et demi. Mais il est vrai qu'il y a des métiers où l'on commence très tôt à travailler, qui sont des métiers pénibles, qui sont des métiers où on fait tous ces travaux de force dans la rue, sur la voirie, dans le BTP, sur les chantiers. Et je ne conçois pas l'idée que ces gens-là puissent mourir de fatigue au travail. Ils ont le droit, parce qu'ils ont commencé très tôt, de partir plus tôt, de profiter. 40 annuités et 60 ans âge légal. Parce que l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne dans notre pays. Ils ont le droit, ces gens-là, de partir plus tôt et de profiter de leur famille, de leurs enfants, de leurs petits-enfants,
dans des conditions de santé qui soient des conditions de santé dignes. Donc nous assumons ce choix et nous le financerons en luttant par exemple contre la fraude qui, d'après le magistrat Charles Prats, représente jusqu'à 50 milliards d'euros dans notre pays. Par définition, on ne sait jamais très bien la chiffrer ou la définir. Dernière question, en quelques secondes vraiment. La vaccination pour les 5-11 ans pour le Covid, les États-Unis s'y sont mis, pour ou contre ? Contre, je pense que c'est aux parents d'évaluer le bénéfice-risque d'une vaccination de leurs enfants. Je me souviens qu'au mois d'août, donc oui, mais pas obligatoire. Le gouvernement, pas obligatoire, encore une fois. Mais la possibilité, oui. Moi, je suis favorable à la vaccination. Je suis vacciné, mais je pense que c'est aux parents de décider d'une telle mesure pour leurs enfants. Souvenez-vous, au mois d'août, on nous annonçait une vaccination, on nous annonçait des cas qui pouvaient aller jusqu'à 50 000 contaminations quotidiennes au mois de septembre dans les classes. Ça n'a pas été le cas. Là, ça repart. Donc, si vous voyez, le catastrophisme des études et des médecins qui disent tout et le contraire de tout, attention, prudence. On sait que les enfants ont un risque d'exposition au Covid qui est beaucoup moindre, y compris dans la transmission. Donc, notre position, en tout cas la position de Marine Le Pen, est que c'est aux parents d'évaluer ce bénéfice-risque. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Merci, Thomas Soto. Merci, messieurs.